Der Frankreich-Blog ist immer noch im Literaturhaus in Frankfurt. Neben mir sitzt Alain Mabanckou. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous venez de Pointe-Noire au Congo. Vous enseignez la littérature francophone à l'Université Californie Los Angeles. Vous êtes depuis l'an dernier professeur au Collège de France. Vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans, dont Vers cassé 2005 et Mémoire de Porc-Épic, prix Renaudot 2006. Êtes-vous un professeur qui écrit des romans ou un écrivain qui est un professeur? Je pense que je peux faire, et c'est la réalité, dire que je suis plutôt un écrivain qui est devenu professeur, mais pas un professeur qui est devenu écrivain, parce qu'en étant écrivain, ça me donne la liberté de parole, la liberté aussi de pouvoir m'exprimer sans les contraintes académiques, mais d'être toujours quelqu'un qui peut voir le monde de manière libre en utilisant l'imaginaire. Donc je suis plutôt un écrivain qui est devenu professeur et je ne voudrais pas forcément être le professeur qui serait devenu écrivain. Merci beaucoup pour cette réponse. Des amis m'ont dit ne posez pas cette question, on va te répondre les deux. Et j'ai contredit, j'ai dit il va dire d'autres choses. Vous avez commencé avec de la poésie au jour le jour, 1993, La légende de l'errance. Comment êtes-vous arrivé à écrire vos premières nouvelles, vos premiers romans? Par exemple, Bleu, Blanc, Rouge en 1898. En fait, quand j'avais publié mon premier roman en 1998, j'avais déjà publié plusieurs recueils de poésie. Donc je suis aussi là-dessus quelqu'un qui est venu de la poésie pour aller vers le roman. La poésie est un langage qui me permettait d'aller droit, d'aller vite, d'aller dans la concision, d'utiliser les images, tandis que le roman m'a permis d'amplifier mon imaginaire en mettant aussi l'invention et peut-être même la fiction au service des émotions poétiques. Et je reste persuadé aussi que pour être un écrivain complet, il faut mélanger les genres. La poésie est un genre qui peut soutenir le roman. Les grands romans que j'aime, comme ceux de Gabriel Garcia Marquez, sont des romans qui sont soutenus par la poésie. Donc, petit à petit, sans m'en apercevoir, je me suis rendu compte que finalement, je glissais peu à peu vers le roman, peut-être aussi parce que la parole poétique tournait autour des mêmes thématiques pour moi et que dans le roman, je pouvais faire parler plusieurs voix, je pouvais inventer des univers très différents et donc je suis resté le poète qui est parti vers le roman mais toujours avec une nostalgie de cette belle époque où j'écrivais de la poésie pour l'émotion. Aujourd'hui j'écris les romans pour l'émotion aussi, mais avec beaucoup de réflexion et peut-être un regard sur les problèmes actuels. Si on relit le manifeste pour une littérature monde en français, publié en 2007, on retrouve ce constat qui est en même temps une reproche. Vous avez écrit « Le monde revient et c'est la meilleure des nouvelles. N'aura-t-il pas été longtemps le grand absent de la littérature française ?» Parler de la francophonie, c'était une erreur? Disons que parler de la francophonie telle qu'on l'entend aujourd'hui était une aberration puisque la francophonie est une notion pratiquement politique aujourd'hui en France et que je ne peux pas concevoir la littérature simplement sous l'angle politique. Et je pense que parler du monde, c'est décrire ce qui se passe, c'est dire la condition humaine. Et cette condition humaine, c'est vrai, est affectée par les différentes politiques, mais en même temps, cette condition humaine du monde est détachée de la politique parce que ça demande à nos propres énergies, à notre propre volonté de pouvoir voir les choses autrement qu'on nous les propose. En signant ce manifeste pour une littérature monde, nous voulions simplement montrer que la littérature écrite en français n'est pas simplement celle qui vient de la France, mais elle vient de plusieurs pays
qui ne sont pas forcément français, mais qui partagent la langue française par le biais de l'histoire. Dans ce manifeste que je citais, on lit aussi, je cite, « Soyons clairs, l'émergence d'une littérature monde en langue française consciemment affirmée et ouverte sur le monde transnational signe l'acte de décès de la francophonie. » Est-ce que ce manifeste a eu un écho qui correspond à vos ambitions? Le manifeste en 2007 a eu un grand écho. Ça a permis de bouger les lignes, ça a permis de dégeler la littérature française contemporaine, ça a permis aussi de faire entendre des voix qu'on n'entendait pas. Dans ce sens, nous avions réussi ce pari, mais il reste que la littérature est une affaire individuelle. Elle ne se conçoit pas en groupe ou en troupeau. C'est pas parce que nous aurions signé un manifeste que tout d'un coup, nous nous retrouverions avec du talent. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de faire entendre la singularité de sa voix, de faire entendre ce qui nous est particulier. Avec le temps, je me suis aperçu que je me trompais d'analyse. La littérature francophone est un grand ensemble de tentacules enlace plusieurs continents, vous avez écrit. La littérature française est une littérature nationale. C'est à elle d'entrer dans ce grand ensemble francophone. Oui, parce qu'on a... C'était une citation de vous, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on a toujours tendance à penser que les littératures francophones seraient des littératures tentaculaires, lointaines, qui seraient nourries par la littérature française. La littérature francophone a son autonomie. Les univers des Congolais, des Belges, des Suisses, des Haïtiens, ce sont des littératures qui ont leur particularité parce qu'ils réinventent le monde, ils changent de discours, ils refusent tout ce que la littérature coloniale a apporté comme préjugés. La littérature francophone, c'est une littérature qui cherche à parler de l'individu sans pour autant demander la permission à la France. On a toujours tendance à penser que nous autres écrivains français, voilà les lapsus, on a toujours tendance à penser que nous autres écrivains d'Afrique francophones, nous serions peut-être à la botte de la littérature française. C'est cette différence que nous voulions manifester en disant que notre littérature, elle est dans le monde, et qu'elle ne doit pas être dictée forcément par ce qui se passe à Paris. Parlons de votre dernier roman, Le Petit Piment, paru en 2015 chez Seuil. Une histoire d'enfance. Le jeune orphelin de Pointe-Noire, Petit Piment, subit l'autorité corrompue de Dieudonné Nakulu Numuaku. La révolution socialiste ouvre pour Petit Piment une ouverture, une aventure. Ce roman est l'histoire d'une recherche d'identité, un rappel et une évaluation d'un passé. Oui, c'est à la fois, Petit Piment est un roman qui convoque à la fois l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo, mais en même temps c'est un roman aussi qui témoigne du destin de ce qu'on appelle les enfants de la rue, ceux qui grandissent sans l'autorité parentale, ceux qui sont dans les orphelinats. Donc c'est un roman qui cherche à redéfinir la liberté. C'est un roman qui cherche à reconstruire une identité qui a été dépecée, morcelée par le biais de la colonisation. C'est un roman aussi peut-être qui traduit aujourd'hui les angoisses que nous avons en Afrique vis-à-vis des politiques africaines qui sont prises en otage par les dictateurs, par les régimes autocratiques que j'essaye de critiquer à travers cela. C'est un roman dont les personnages principaux sont les personnages de la rue, sont les personnages de tous les jours, et c'est un roman qui refuse aussi le discours officiel, mais qui privilégie les paroles des individus. En mars 2016, vous avez prononcé votre leçon inaugurale au Collège de France. Vous y retracez l'histoire de la littérature francophone venue d'Afrique. C'est passionnant à lire. Avant de présenter votre credo littéraire, cette littérature d'Afrique est l'histoire d'une prise de conscience?
Oui, la littérature africaine est une littérature de prise de conscience. C'est une littérature qui est née parce que la colonisation et la littérature coloniale ont donné une fausse image de l'homme noir. Nous ne pouvions pas rester là les bras croisés et continuer à coltiner peut-être et continuer à se coltiner tous les préjugés de l'époque coloniale. Et alors, les cours que je donnais au Collège de France étaient des cours destinés justement à changer la perception que nous avions de l'Afrique. L'Afrique n'est pas un continent des ténèbres, l'Afrique n'est pas un continent mal parti, l'Afrique est un continent avec des énergies, l'Afrique est un continent avec des individus qui cherchent des voies de développement, et peut-être que l'Afrique souffre aussi parce que les seules solutions qu'on lui donne pour pouvoir s'émanciper sont des solutions qui ont été tissées par l'Occident. Peut-être aussi c'est la fin de l'Occident que réclame la littérature africaine, et dans ce sens, les leçons de France, les leçons au Collège de France que j'ai données ont servi un peu cette idée aussi. Pour vous, les mots, les contes, vous parlez de votre passion des mots. Ils étaient une libération. Or, vous dites aussi, ce passé, je vous cite, ne passe toujours pas, il habite notre inconscient. C'est la lutte continue à travers la littérature? C'est une lutte continue à travers la littérature. Une lutte pour refuser ce passé qu'on nous a donné, une lutte pour refuser ce label de coloniser qui fait qu'aujourd'hui même, les sociétés africaines continuent à subir les conséquences de cette sorte de domination coloniale française qui a été appliquée sur les peuples de l'Afrique noire. Aujourd'hui, peut-être si on ouvre les livres africains, c'est pour découvrir une autre histoire de l'Afrique racontée par des Africains, pour les Africains, et non une histoire d'Afrique écrite par les Européens pour satisfaire un peu les besoins ou les désirs d'exotisme des Européens. C'est une littérature également qui se veut témoin de notre époque. C'est une littérature, au fond, qui concerne toute notre humanité, parce que tant que l'homme noir n'écrira pas son histoire, eh bien, tout ce que l'homme blanc a écrit sur l'homme noir ne sera que de la rigolade, et c'est cette rigolade que nous voulons faire cesser en écrivant des livres. La distinction de la littérature d'Afrique noire et la littérature coloniale française, c'est l'histoire d'une aliénation ou d'un enrichissement? Ça peut être une aliénation, dans la mesure où, si on se contente de reproduire ce qui a été fait dans la période coloniale, on va droit vers le mur. Mais en même temps, c'est une littérature de libération aussi, parce que la littérature africaine a existé aussi pour contrer cette domination. C'est une littérature qui n'a pas accepté comment nous étions décrits, et dans ce sens, je pense que tous les écrivains aujourd'hui de la littérature africaine sont des écrivains qui cherchent comment décrire l'Afrique sans utiliser les clichés retenus par les Occidentaux. Dans votre leçon inaugurale, vous demandez, je vous cite, comment justement entrer dans la mondialisation sans perdre son âme pour un plat de lentilles. Comment résumez-vous vos recommandations? Mais mes recommandations se résument en ce que nous ne devons pas être les larbins de l'Europe, et que nous ne devons pas servir simplement de ceux qui viennent donner de la couleur à la littérature française. Mon destin n'est pas d'écrire pour satisfaire la France. Mon destin est d'écrire pour que l'Africain se sente dans le mouvement de la mondialisation, pour que l'Africain comprenne que sa parole est riche, et que depuis des siècles, elle a toujours manqué à l'histoire générale de l'humanité. Toute littérature est un moyen de pouvoir entrer justement dans le concert des voies de la mondialisation de ces temps-ci. Merci beaucoup. Merci.